en Israël, il y a aussi une option d'enterrer l'enfant, de lui donner un nom et de l'inscrire même dans une Teudat Zéhout, d'avoir vraiment un enfant en fait qui fait partie de cette famille et qu'on enterre réellement. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Et nous accueillons aujourd'hui Judith Lévy pour parler d'un sujet un peu tabou, il faut bien le dire. Nous allons aujourd'hui évoquer les enfants mort-nés ou les fausses couches, tout simplement. Il faut savoir qu'en Israël, 1000 enfants mort-nés naissent, parce que c'est un véritable accouchement. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Judith Lévy, conseillère parentale spécialisée dans la diade-thérapie. Bonjour Judith. Bonjour. Alors merci d'être venue nous parler de ce sujet parce que c'est aujourd'hui le mois consacré à ces questions. On ne le sait pas tout à fait, on ne le sait pas toujours, surtout quand on est au Olé Hadash, mais chaque mois ou presque en Israël, il y a un thème. Voilà. Exactement. Et on y est là. Il y a Octobre Rose, le cancer du sein pour le reste du monde, mais nous, c'est spécial. Exactement. On a les deux. Israël, c'est merveilleux. Ah ben voilà. Bon, alors, c'est merveilleux, mais c'est un sujet quand même bien délicat. Je voudrais tout simplement qu'on commence par une définition. C'est quoi un enfant mort-né ? Ça se dit comment en hébreu ? Alors, en Israël, on appelle ça Leïda Shketa. Les naissances silencieuses. Les naissances silencieuses, parce qu'en fait, on ne va pas avoir un bébé qui va pleurer à la naissance, donc ça sera silencieux. Il y aura peut-être d'autres personnes qui vont pleurer, mais pas le bébé. En Israël, une Leïda Shketa, donc un enfant mort-né, c'est à partir de la 22e semaine. Donc les femmes qui accouchent d'un enfant mort-né à partir de la 22e semaine sont considérées avoir eu une Leïda Shketa. On se rapproche un petit peu, un tout petit peu, voilà. Pas de problème. Et elles vont vraiment aller accoucher à l'hôpital. Elles vont avoir c'est un véritable accouchement, quoi. Un véritable accouchement, comme d'un enfant en vie. Elles vont avoir une Leïda Shketa et après elles vont avoir leur Khufshat Leda, elles vont avoir leur congé maternité. D'accord, donc c'est très, très, très particulier. Donc 22e semaine, c'est à partir du 5e mois. Ça marche pour les enfants dont le cœur arrête de battre dans le ventre, ou alors alors là, c'est plutôt des avortements thérapeutiques lorsqu'il y a un problème et que les parents veulent interrompre la grossesse. C'est la même chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que le bébé naît ? Est-ce que les parents ont le droit de le voir ? Est-ce qu'on enterre le bébé ? En Israël, on propose aux parents de prendre l'enfant, de le voir, de le prendre dans les bras, de se séparer de lui. Et ça dépend. Il y a des parents qui choisissent de le faire, et il y en a qui ne préfèrent pas, et c'est vraiment un choix, c'est très personnel. Et en Israël, il y a aussi une option d'enterrer l'enfant, de lui donner un nom et de l'inscrire même dans une Teudat Zéhout, d'avoir vraiment un enfant en fait qui fait partie de cette famille et qu'on enterre réellement avec un enterrement comme pour un adulte. C'est-à-dire qu'il existe en Israël un cimetière consacré, enfin en tout cas dédié à ces enfants qui n'ont pas créé à la naissance. Exactement. C'est fou, quoi. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe pour les autres enfants ? Alors, si c'est avant la 22e semaine, si c'est des enfants qui sont leur cœur, comme vous avez dit, ça a arrêté de battre, ou pour différentes raisons, il y a eu un problème pendant la grossesse. Alors, il y a tout un processus médical à faire qui n'est pas forcément comme un accouchement, mais qui ressemble vraiment à un accouchement en termes de ce que la femme va vivre dans son corps et va ressentir. Mais il n'y a pas l'option de se séparer de l'enfant, de le voir, ni de l'enterrer. D'accord. Alors, si il n'y a pas d'enterrement, c'est un peu glauque, mais je vous pose quand même la question parce qu'on essaye d'expliquer aux mamans qui sont peut-être dans ces situations, qui n'ont en plus pas la langue, donc c'est très compliqué pour elles. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'enterrement ? Qu'est-ce qu'on fait du bébé ? Alors, c'est une bonne question. Avant la 22e semaine, un bébé, c'est, on va dire... très petit, ça n'a pas beaucoup de volume, on va dire ça comme ça. Si ça se passe à l'hôpital, c'est l'hôpital qui prend la responsabilité de s'en occuper, et la femme, elle n'a pas besoin de prendre ça en charge, ni le papa. Mais si ça se passe à la maison, parce que certaines femmes le font par voie avec des médicaments, et elles retournent chez elles, et après, ça sort à la maison, parce que c'est la femme qui va décider, ou l'homme, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Est-ce qu'ils vont l'enterrer eux-mêmes ? Est-ce qu'ils vont tout simplement le mettre de côté et jeter ? Et jeter. C'est très, très dur. Très dur et triste, effectivement. Ouais, évidemment.
Ok, alors c'était très important de préciser de quoi on parle concrètement. Maintenant, ce qu'on n'imagine pas toujours, c'est l'impact que ça va avoir. Est-ce que vous, qui êtes thérapeute, alors c'est intéressant parce que vous êtes spécialisé dans la petite enfance, mais forcément, après, vous avez constaté qu'après ces enfants morts-nés, vous avez des gens qui viennent vous voir sans vous dire que c'est pour ça, mais vous tirez les ficelles et vous comprenez que c'est à cause de ça, qu'il y a un problème dans la famille. Exactement. Souvent, l'enfant qui est né après un enfant mort-né ou après une fausse couche, ce qu'on appelle en Israël les enfants arc-en-ciel, les enfants qui naissent après la tempête, on va dire ça comme ça. Magnifique, c'est très très beau. Oui, c'est un beau terme. En hébreu, ça se dit comment ? Yaldei hakeshet. Il a fait. Ok. Et donc, cet enfant-là porte sur lui parfois beaucoup de pression ou de rêves qu'on avait pour son frère ou sa sœur qui ne sont pas nés. Et cet enfant peut développer différentes difficultés au niveau émotionnel ou relationnel avec ses parents ou des problèmes de comportement que si on creuse un peu dans l'histoire de l'enfant, comment il est né, qui c'est qui est né avant lui ou pas né avant lui, on voit qu'il y a eu quelque chose avant sa naissance. Et ça joue dans la relation avec ses parents. On peut voir des enfants que leurs parents deviennent très protecteurs par rapport à eux parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétude avant son arrivée, beaucoup de stress dans la famille avant son arrivée. Ou l'inverse, un enfant qui décide que c'est lui qui va être le roi de la maison et il y a un lien un peu spécial avec lui, on l'a tellement attendu. On lui laisse tout faire. Et on le laisse tout faire. Et donc là, il y a un petit souci. Effectivement. Alors, ça a un impact aussi sur le couple, j'imagine ? Tout à fait. L'homme et la femme vont vivre cette situation-là de façon assez différente. Ça ne veut pas dire que l'homme va être moins impliqué, mais il y aura un décalage. La femme va vivre quelque chose et physiquement et émotionnellement qui vont être très difficiles pour elle, pour son rôle de maman et de femme dans le monde. Et l'homme, de son côté à lui aussi, c'est un bouleversement pour lui, mais il le vit évidemment différemment. Il n'y a pas le côté physique. Déjà, il ne le vit pas dans son corps. Voilà, il n'y a pas le côté physique. Et soutenir sa femme quand il est tellement impuissant parce qu'il ne peut pas vraiment faire grand-chose, c'est très difficile. Donc, il faut effectivement prendre ça en compte et être conscient qu'au niveau du couple, ça va jouer, bien sûr. Au niveau de la parentalité aussi ? Oui, aussi, bien sûr. Parce qu'encore une fois, cet enfant qui arrive après un enfant mort-né ou après une fausse couche, il y a quelque chose d'autre qui va se passer par rapport à lui. Il va arriver au monde et on l'a tellement attendu. Alors encore une fois, on va le laisser tout faire parce qu'on ne veut pas le contredire, on est tellement attaché à lui, ou parce qu'on a peur pour lui. Parce qu'il y a eu malheureusement des difficultés médicales en route ou quelque chose comme ça. Donc on a peur. Et est-ce qu'on parfois on aime celui qui n'est pas né à travers lui ? Aussi, c'est un peu comme projeter les rêves qu'on avait pour l'enfant qui est décédé sur l'enfant qui va naître après. Et c'est lui qui va devoir tout réaliser. C'est beaucoup de pression aussi sur cet enfant, sur ses épaules à lui, de réaliser tous les rêves qu'on avait pour l'enfant qui est mort avant lui et ses rêves qu'on a pour lui. Est-ce que l'État d'Israël prend en charge certaines thérapies pour ces mamans qui ont accouché de bébés morts-nés ? Est-ce que y a des conseils ? Est-ce qu'il y a une... Bien sûr. Dans tous les hôpitaux en Israël, on propose ce qui s'appelle psychologue arefouit. Il y a des psychologues dans les hôpitaux et des assistantes sociales qui sont là pour ça, pour parler avec la femme ou avec l'homme ou le couple ensemble et les aider à passer, on va dire, cette épreuve. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose forcément à long terme. Si on veut quelque chose... C'est quelque chose tout de suite, quoi, en voilà, fait. sur l'immédiat, on n'a peut-être pas toujours la force de le faire tout de suite. Exactement. On se dit, ça va passer, on va surmonter, ça va aller. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que dans toutes les coupottes, il y a une option d'aller voir un psychologue si nécessaire, mais c'est un processus qui est long, il faut attendre. Et si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on n'arrive pas à se lever le matin et que ça pèse sur nous, faut se faire aider, il ne faut pas attendre. Comment on fait son deuil d'un enfant mort-né ? C'est une bonne question. Je pense qu'en premier, c'est se séparer de l'enfant. Ça veut dire vraiment dire adieu et ne pas être en attente qu'il va se passer quelque chose. Des fois, le deuil, il est un peu, on va dire, c'est un peu compliqué parce qu'on se sépare de quelqu'un, mais on peut, dans notre cœur, penser à lui, se rappeler de lui. Mais là, on n'a pas de souvenir de cet enfant. Donc, on n'a pas quelque chose qu'on peut se souvenir et qui nous maintient en contact avec la personne qui est morte, mais en sachant qu'elle n'est plus là. Donc, il faut se séparer, sachant qu'il n'y aura pas de souvenir. Il faut faire des actes symboliques ? Si c'est possible, oui. On peut donner un nom à l'enfant.
Pour celles qui accouchent après la 22e semaine, il y a une option de faire l'enterrement. Et il y en a même qui décident de fêter son anniversaire. Ouais, ça va loin. Ça va loin. Mais pour certaines personnes, ça convient. De ne pas l'oublier complètement. Faire une séparation parce qu'il est mort, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus dans notre vie. Ou qu'il n'a pas existé. Exactement. Ok. Alors, on a parlé du couple, on a parlé de la parentalité. Maintenant, on n'a pas beaucoup parlé de la femme qui se lève, non pas les mains pleines, comme on dit dans nos familles, mais sans rien, qui rentre à la maison sans personne. Tout à fait. Je pense que ça dépend énormément du contexte familial. Si c'est par exemple un premier enfant et la femme, elle rentre et il n'y a personne, elle n'a vraiment aucun enfant à la maison, alors c'est très possible qu'elle va tomber vraiment, pas dans forcément une dépression, mais qu'elle sera vraiment un peu tirée vers le bas, moins de force le matin, moins envie de communiquer avec les autres, moins envie de sortir de chez elle. Et c'est là où je pense que le conjoint, que lui aussi passe une période pas facile, doit soutenir sa femme et l'aider si c'est recevoir de l'aide professionnelle si nécessaire. Il ne faut pas hésiter parce que sinon le couple peut partir, peut exploser. Il ne faut pas attendre. Et quand il y a d'autres enfants à la maison qui attendaient que maman revienne avec un bébé ou qui savent que maman elle est enceinte et que finalement il n'y aura pas de nouveau-né à la maison, là je propose de faire peut-être quelques séances de thérapie familiale, d'en parler avec les enfants. Parce qu'eux aussi ils attendaient quelque chose, eux aussi ils font partie de cette famille et ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Éventuellement maman elle est rentrée eux aussi doivent faire leur deuil. Eux aussi, bien sûr. Un traumatisme familial parle du deuil, en fait, d'une séparation de quelqu'un qui est mort. Et on le fait en plusieurs séances, on explique aux enfants ce qui s'est passé, on laisse les parents aussi présenter ce qu'eux ressentent et les enfants ce qu'eux ressentent pour finir ce processus et se séparer réellement de cet enfant. Alors vous, en général, on vient vous conseiller quand on a des problèmes avec les petits-enfants, à l'âge du GAN à peu près. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Est-ce que parfois il y a des familles où il y a eu des drames comme ça, des enfants morts-nés, des fausses couches, etc. et ça n'a jamais été traité. Les autres enfants de la famille ont beaucoup grandi et parfois, la maman, après les années qui ont passé, a toujours un espèce de mal-être. Tout à fait. Est-ce qu'il est toujours temps de venir ? Peut-être pas chez moi, ou d'autres, je ne sais pas. Mais oui, bien sûr, j'ai beaucoup de collègues qui sont psychologues ou qui sont thérapeutes et que certaines femmes sentent qu'il y a quelque chose qui bloque dans leur vie pour différentes raisons. Elles n'arrivent pas à avancer, elles hésitent beaucoup, elles ne se sentent pas en confiance. Et quand on regarde un peu en arrière sur l'histoire de ce que cette femme a vécu, même si ses enfants ont 20 ou 30 ans maintenant, mais il y a 30 ans, il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a bouleversée, qu'elle n'a pas vraiment fermé cette histoire et qu'elle avance il faut le faire, il faut y aller. Voilà, il faut le débloquer, bien sûr. Tout à fait, pour le bien-être. Voilà, et c'était important qu'on en parle aujourd'hui parce que vous me l'avez confié en préparant l'émission. Et ça existe vraiment beaucoup, même chez les francophones, comme toutes les femmes d'ailleurs, mais les femmes n'en parlent pas. Non, on n'en parle pas. J'en ai parlé dans mon groupe de mamans sur Facebook et certaines femmes ont été très courageuses d'en parler de leur côté. Mais malheureusement, pas assez. Ça veut dire que c'est quelque chose que les femmes ont peut-être honte d'en parler. Est-ce que ça dit quelque chose sur leur féminité, sur leur rôle de femme dans le monde ? Des fois, les femmes, elles se remettent en question quand elles n'arrivent pas à faire quelque chose, sauf que là, c'est pas dans leurs mains. C'est pas la femme n'a pas voulu. Elles sont pas responsables. Ça arrive à tout le monde. Ni responsable ni coupable, mais il y a quand même ce sentiment de j'ai peut-être fait quelque chose ou c'est peut-être de ma faute. Des fois que les femmes ressentent, donc elles en parlent pas. Et moi, je suis toujours pour parler des sujets tabous dans mon groupe. On parle de tout. On n'est pas des mamans parfaites et surtout dans des sujets qui sont pas dans nos mains. Alors, si on a envie de rejoindre votre groupe de mamans justement, parce qu'on a peut-être besoin de parler, on fait comment ? Alors, c'est sur Facebook, c'est le groupe Maman Heureuse, Enfant Heureux. Maman heureuse, enfant heureux. En tout cas, on vous remercie d'avoir parlé pour ce mois dédié aux Ledoch Ketot et aux fausses couches. D'avoir pris la parole pour toutes celles qui ne veulent pas s'exprimer, à qui ça fera sûrement du bien de vous entendre. À très bientôt, Judith. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.